Bonjour, bienvenue pour cette édition spéciale consacrée au risque d'inondation en Île-de-France. La possibilité d'une grande crue en Île-de-France, on en parle parfois, on l'oublie souvent. Qu'en est-il vraiment? Quelles sont les conditions d'une crue majeure? À quoi ressemblerait-elle? Un tel événement est-il possible de nos jours? Et que se passerait-il alors? Souvenons-nous, 1910, la grande crue, c'est la référence. Paris et sa banlieue sont sous les eaux. Mais que s'est-il passé exactement? On le découvre en images. Janvier 1910 à Paris, l'eau de la Seine monte inexorablement. Le 20, la circulation fluviale est interrompue. Le 22, le métro est submergé. Le niveau de la crue atteint 8,62 m le 28 janvier. Les égouts et les grands chantiers permettent à l'eau de se répandre et d'inonder des quartiers éloignés de la Seine. L'électricité, le gaz, les tramways, les métros, les chemins de fer sont gravement perturbés. Les ordures ménagères ne peuvent plus être évacuées. Elles sont jetées directement à la Seine. Les dégâts de cette crue majeure sont aujourd'hui estimés à près d'1,6 milliard d'euros. La remise en service des différentes activités prendra plusieurs mois après la fin de l'inondation. La crue de 1910 était une crue centennale, c'est-à-dire que ce niveau d'eau est atteint ou dépassé une fois par siècle en moyenne. Mais toutes sortes de crues surviennent régulièrement. Plusieurs crues centennales peuvent se répéter en moins de 100 ans et la hauteur d'eau d'une crue centennale peut être dépassée. Les crues sont extrêmement diverses par leur hauteur et leur gravité. Leur fréquence et répartition dans le temps varient selon les époques. La région Île-de-France a connu une soixantaine de crues majeures depuis le VIe siècle, et elle en connaîtra d'autres. Plusieurs crues importantes se sont produites au XXe siècle. Certes, il n'y a pas eu de crue d'ampleur exceptionnelle depuis 1955, mais cela ne doit pas faire oublier que 3 crues supérieures à 7 mètres se sont produites en moins d'un demi-siècle, 1910, 1924 et 1955. Mais au fait, dans quelles circonstances se déclenchent les grandes crues? Nous sommes allés le demander à M. Hubert, directeur régional de l'environnement d'Île-de-France. Pour qu'il y ait une grande crue dans la Seine, il faut la conjonction de plusieurs facteurs. Tout d'abord, plusieurs jours de pluie assez intense, sur un sol qui va se gorger d'eau, et également des nappes souterraines saturées, donc une période de pluie assez longue. Ensuite, il faut également que ces pluies arrive sur l'ensemble du bassin. Vous voyez, le bassin de la Seine, c'est comme un entonnoir qui se concentre en région parisienne ici. Les pluies qui tombent sur le Morvan mettent 4 à 5 jours pour arriver sur la région parisienne. Celles qui tombent sur le plateau de Langres ou aux sources de la Marne mettent une dizaine de jours. Si les premières pluies qui arrivent à l'est du bassin avant de s'abattre sur le Morvan, il y a conjonction des deux flux qui se concentrent au même moment sur la région parisienne. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et puis un critère qui peut être lié à l'imperméabilisation du sol, période de gel et de dégel. Lorsque le sol est gelé, l'eau ruisselle. Si le dégel intervient, toute la couverture neigeuse du Morvan peut fondre. Donc ces 3 facteurs consécutifs à une période de pluviométrie importante font qu'on a tous les ingrédients pour avoir une crue exceptionnelle en région parisienne. Quel territoire serait touché si la crue de 1910 se reproduisait? Voyons cela sur une carte de la région parisienne. En Île-de-France, une crue de type 1910 affecterait plus de 5% de la région, soit 56 000 hectares. Une telle inondation toucherait 508 communes. 31 d'entre elles seraient inondées sur plus de la moitié de leur superficie. Les submersions d'eau pourraient atteindre plus de 2 mètres dans les secteurs les plus exposés et l'inondation durerait de 6 à 8 semaines. Une crue de type 1910 dans une zone concentrant autant de biens, de personnes et de services aurait bien sûr d'immenses répercussions. 850 000 personnes seraient directement exposées au risque d'inondation et la plus grande partie d'entre elles évacuées. Près de 2 millions de personnes subiraient des coupures d'électricité. 2 700 000 des coupures d'eau. Au total, de 4 à 5 millions de personnes seraient affectées par les effets résultant d'une crue majeure, notamment du fait des perturbations des transports et des réseaux, électricité, télécommunications, assainissement. Quel serait le coût d'une crue majeure en Île-de-France? Comparons le coût de quelques inondations récentes en France avec des simulations des crues majeures en Île-de-France. Les inondations de l'Aude en 1999 ont coûté 530 millions d'euros. Celle de la Somme en 2001, 300 millions d'euros. Celle du Gard en 2002, 1,2 milliard d'euros. Celle du Rhône en 2003, 1,5 milliard d'euros. En Île-de-France, une crue équivalente à celle de 1955 occasionnerait 4,5 milliard d'euros de dégâts et une crue équivalente à celle de 1910, 17 milliards d'euros, sans tenir compte des dommages au réseau. Alors, puisqu'une grande crue surviendra tôt ou tard,
Qu'a-t-on fait depuis 1910 pour lutter contre ce risque? Eh bien d'abord, limiter les dégâts en contenant la montée de l'eau. Des digues et des murettes ont été érigées pour protéger les riverains. Il existe des moyens de protection modernes adaptés au contexte urbain. Par exemple, ces barrières amovibles installées dans la ville de Cologne sont actionnées uniquement en cas de crue et restent invisibles hors période d'utilisation. La ville de Paris ainsi que la RATP se sont récemment dotés de ce type de protection. Par ailleurs, de grands lacs réservoirs ont été construits pour retenir une partie du débit des cours d'eau en crue. C'est l'une des missions des Grands Lacs de Seine que nous présente son président, M. Popelin. Les Grands Lacs de Seine sont un établissement public interdépartemental qui regroupe Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne et qui ont une double mission. La première, c'est le soutien d'étiage, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'eau dans les rivières et dans le fleuve, en particulier au niveau de l'agglomération parisienne l'été. Et la deuxième mission, c'est de lutter contre les crues pour protéger Paris et tout ce qui est en amont de Paris de ces phénomènes naturels. Pour lutter contre les crues, les Grands Lacs de Seine gèrent et exploitent 4 ouvrages qui se situent en dérivation de l'Aube, de l'Yonne, de la Marne et de la Seine et qui permettent de retenir 830 millions de mètres cubes, c'est-à-dire l'équivalent de la superficie de Paris sur 3 étages. Les 4 ouvrages gérés par les Grands Lacs de Seine permettent, on l'estime sur une crue de type 1910, d'abaisser la ligne d'eau à Paris d'environ 70 cm. Alors c'est à la fois considérable et en même temps ça ne protège pas de tout. 8,62 m en 1910, alors on se dit 70 cm par rapport à 8,62 m. Il faut d'abord savoir que c'est à partir de 6 mètres que les vrais ennuis commencent. Il faut savoir également que plus l'eau monte, plus les dégâts sont exponentiels. Donc 70 cm d'abaissement de la ligne d'eau, c'est à la fois considérable et en même temps, ça ne protège pas totalement parce qu'il n'est jamais possible de protéger totalement des phénomènes naturels. Les ouvrages de protection permettent seulement de diminuer la hauteur de la crue. Ils ne peuvent empêcher qu'une inondation ait lieu. Il faut donc anticiper et gérer la crise. Pour cela, il faut d'abord alerter les résidents de l'imminence d'une inondation afin qu'ils puissent s'organiser. Un dispositif d'alerte existe, géré par le service de prévision des crues de la DIREN Île-de-France. Explication. Alors cette prévision, comment se fait-elle? Nous avons un réseau de stations de mesure du débit ou de la hauteur d'un certain nombre de cours d'eau sur l'ensemble du bassin. C'est une 50aine de stations sur lesquelles nous mesurons de façon continue la hauteur et cours d'eau. À partir de cette information brute, nous la compilons à l'échelle du bassin, nous la traitons, nous l'interprétons à partir de modèles ou à partir de l'observation, de l'histoire que l'on connaît, pour la traduire en termes de prévision de hauteur d'eau, voire de débit en aval du bassin, et notamment en région parisienne où les enjeux sont les plus importants. Pour bien comprendre, des dispositifs détectent les signes annonciateurs d'une crue. L'information est transmise par les services de prévision des crues aux préfectures. Les préfectures alertent les communes et les services de secours. Les communes avertissent les résidents de l'imminence d'une grande crue. Ce système de prévision laisse aux personnes menacées un délai de 1 à 3 jours pour prendre les mesures requises. Lorsque l'inondation arrive, la crise se déclenche. Il faut la gérer. En Île-de-France, c'est le rôle de la préfecture de police de Paris et des communes dans le cadre de leurs plans communaux de sauvegarde. Explication. Alors, en cas de crue majeure, type 1910, les pouvoirs publics se mobilisent sous l'autorité des préfets de département et du préfet de police de Paris. Il s'agit à la fois de se prémunir, par exemple à Paris, fermer les entrées de métro, arrêter un certain nombre d'activités très vulnérables, évacuer des installations, des hôpitaux, des établissements qui seraient enclavés par l'inondation, et veiller donc à la sécurité du public, mais également à la préservation des intérêts économiques. Ça, c'est avant la crue. Pendant la crue, il faut assurer le fonctionnement d'une économie et d'un territoire qui seront profondément perturbés par la présence de l'eau et par les effets indirects liés aux effets sur l'absence d'électricité, les réseaux affectés, etc. Et ensuite, après la crue, il peut y avoir plusieurs mois pour remettre en route et retrouver un fonctionnement normal, surtout si des éléments vitaux ont pu être atteints. Le préfet de police de Paris, qui est également préfet de la zone de défense, assure la coordination des secours en cas d'événements majeurs touchant plusieurs départements. Les missions de la zone de défense de Paris sont de collecter et diffuser les informations sur la crue, faciliter les actions des acteurs, anticiper les conséquences de la crue, préparer les actions permettant d'y faire face, répartir les moyens de secours et faciliter la remise en état des services publics.
Aujourd'hui, de nouvelles mesures sont prises pour lutter contre les effets d'une inondation. L'urbanisme doit intégrer le risque, les entreprises publiques ou privées doivent anticiper et s'organiser. La réduction de la vulnérabilité est l'une des actions prioritaires à mettre en œuvre. Alors si une crue de 1910 intervenait aujourd'hui, les effets seraient bien plus considérables. En 1910, c'était 200 000 personnes qui ont été affectées par la crue et des dégâts économiques évalués à 1,5 milliard d'euros. Aujourd'hui, la même crue, ce serait au minimum 1 million de personnes, voire 2 millions affectés par la crue, et des dégâts estimés à 15 à 20 milliards d'euros, non compris l'ensemble des réseaux, l'impact sur les réseaux. Donc la vulnérabilité de notre société aujourd'hui est bien plus forte qu'elle ne le fut en 1910. Pour assurer la maîtrise de la vulnérabilité et de la réduction de la vulnérabilité, il y a un outil juridique qui est le plan de prévention du risque inondation, qui est une prescription qui est annexée au document d'urbanisme et qui se traduit par un zonage plus ou moins prescriptif en fonction de l'exposition au risque. Vous voyez ici, en fonction des couleurs, des prescriptions qui seront plus ou moins sévères. La réduction de la vulnérabilité, c'est réfléchir à tous les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour se protéger quand l'eau monte. Donc on va regarder par exemple où on a placé son compteur électrique, où est le système informatique dans une entreprise, quelles sont les personnes qui vont pouvoir venir travailler ou pas travailler. Bref, la réduction de la vulnérabilité, c'est pas seulement l'affaire des institutions, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des pouvoirs publics, c'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire des particuliers. La réduction de la vulnérabilité va surtout permettre de pouvoir redémarrer rapidement après le passage de la crue. Imaginez par exemple que le métro soit inondé. Eh bien, si on n'a pas pris soin à l'avance d'enlever tous les équipements électroniques, on mettra des mois à faire repartir le métro. Tandis que si on a anticipé, eh bien, une fois que l'eau sera repartie, on réinstallera le matériel et on pourra repartir tout de suite. L'action que nous menons en matière de réduction de vulnérabilité s'inscrit désormais dans le cadre d'une directive européenne qui a été transposée par la France et qui nous impose de travailler par rapport à deux références. Une crue qualifiée par la directive de moyenne, et qui est en fait la crue centenale, type 1910, et une crue qualifiée d'exceptionnelle, donc plus grave et plus rare. Cette directive nous impose à la fois de faire un inventaire des territoires exposés au risque d'inondation, mais que nous connaissons, mais également de bâtir un plan de gestion du risque d'inondation à l'échelle de l'ensemble du bassin. Il faut également construire de nouveaux ouvrages pour diminuer la hauteur des crues. Par exemple, l'aménagement de la Bassée. Au-delà des 4 ouvrages que les Grands Lacs de Seine exploitent aujourd'hui, nous réfléchissons également avec les pouvoirs publics sur d'autres aménagements sur le bassin de la Seine. Le projet de la Bassée, ça consiste à pouvoir retenir à la confluence de la Seine et de l'Yonne une crue de Seine pour laisser passer la crue de l'Yonne. Parce que les grandes crues sur le bassin de la Seine, c'est la concomitance de toutes les rivières qui se mettent en crue en même temps et qui doivent finir par passer par le goulet d'étranglement que représente Paris. Et donc si on est capable de retenir la Seine déjà remplie des flots de l'Aube pour laisser passer la crue d'Yonne, eh bien on diminue le risque qu'une grande crue se produise sur l'agglomération parisienne. Concrètement, les bénéfices qu'on pourrait tirer d'un aménagement comme la Bassée sont de 2 ordres. Premièrement, ça abaisserait de nouveau la ligne d'eau à Paris de 30 à 40 cm supplémentaires par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui. Et deuxièmement, à partir du moment où on empêche la concomitance de se faire entre une crue de Seine et une crue d'Yonne, eh ben on diminue la probabilité d'une grande crue sur l'agglomération parisienne. Le projet de la Bassée consisterait à construire des casiers permettant de retenir l'eau de la Seine lorsque la crue de l'Yonne est à son maximum. L'eau prélevée est retenue dans ces casiers le temps nécessaire au passage de la crue de l'Yonne, puis relâchée lentement pendant 7 à 9 jours. L'État a un rôle important à jouer, mais il ne fera pas tout. Lutter contre les inondations, c'est l'affaire de tous. Particuliers, entreprises, collectivités territoriales. C'est ce que nous explique M. Canepa, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Une crue de la Seine, une crue majeure, ça n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Une première action à mener pour prévenir un tel risque, c'est d'abord d'avoir des aménagements considérables au niveau des barrages, au niveau des retenues d'eau en amont. La probabilité de cette crue nécessite une mobilisation de tous les acteurs. Je dis bien de tous les acteurs.
Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas un responsable et d'autres qui attendent. Tous doivent être mobilisés. Alors mobilisés comment? Mobilisés au niveau de l'urbanisme, ne pas construire en zone inondable. D'autres mesures sont nécessaires. Je pense notamment à des mesures de préparation à la crue. Et puis ensuite, évidemment, des mesures d'accompagnement en termes de gestion de crise, de façon à ce que les bons réflexes se déclenchent immédiatement. Alors je me garderai bien de dire que l'État est seul en cause et seul en responsabilité. Nous sommes tous en responsabilité à cet égard. Communes, élus, population, les grands opérateurs, RATP, SNCF, bref, tout le monde est en responsabilité. L'homme doit d'abord admettre qu'il ne maîtrise pas totalement la nature, que le risque zéro n'existe pas. Quand on sait ça après, on peut se préparer sereinement. Alors on se prépare avec l'action des pouvoirs publics, avec l'action des entreprises, avec l'action des particuliers. On se prépare avec des ouvrages, on se prépare avec des protections, on se prépare avec la réduction de la vulnérabilité. Et sur tous ces sujets, les Grands Lacs de Seine font en sorte d'accompagner ou d'apporter les réponses qui sont possibles dans la connaissance que nous avons aujourd'hui de ces phénomènes. Cette édition spéciale touche à sa fin. Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter au site qui s'affiche au bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis.